Bonjour à tous, eh bien, nous voici pour la troisième nouvelle. Merci de tous vos témoignages, cela m'encourage. Je vous livre donc cette nouvelle, c'est Les Deux Rives, parce que je suis toujours interpellée par le fait que dans nos vies, une rencontre, un événement, eh bien, conditionne notre futur. Les Deux Rives. Les Deux Rives. Nous étions début janvier dans cette bourgade de Haute-Savoie et le maire présentait ses vœux à l'ensemble des habitants. C'est au buffet de clôture que Jean reconnut Paul. Le sourire chaleureux, le pas vif, il se dirigeait vers son copain d'enfance, heureux d'attraper au vol un bout de sa jeunesse. « Bonjour, je suis Jean Dimergian. Te souviens-tu de moi? Nous étions en pension ensemble. » La main tendue de Jean reçut une main polie et froide. Paul avait eu comme un recul, une fermeture, une crainte, peut-être même une peur. La tête un peu en arrière, il avait répondu « Non, je ne vois pas ». Jean avait insisté « Mon père faisait des robes pour ta mère ». Paul se raidit encore et Jean, dans son intuition, se recula et dit « Je suis pressé, je dois filer. À une prochaine fois peut-être. » Revoir son copain d'enfance plongea Jean dans une douceur, une lumière. L'enfant qu'il avait été venait de le saisir par la manche, par le cœur. Il était là, dans le minuscule appartement, son père en train de tracer un patron, les tissus sur l'unique table, la machine à coudre, l'odeur des étoffes mêlée au parfum des épices de la cuisine de sa mère. L'appartement était un monde, une bulle chaude et animée. Un ventre. Les clientes faisaient les essais des robes dans la petite chambre bleue de Jean. Les plus riches laissaient discrètement des gâteaux, des chocolats sur le lit de Jean. Jean adorait toutes ces femmes, tout leur bavardage, leur rire, le bruissement des robes qui tournaient et parfois, la caresse d'une main gantée sur sa chevelure noire. Ah, monsieur Dimergian, c'est parfait. Son père lui avait tout appris, à couper, à assembler, à coudre et surtout, à écouter les clientes. Elles te disent tout. À toi de rajouter le détail qu'elles ne verront nulle part ailleurs et qui fera ta différence. Jean se mit à dessiner, à imaginer. Son père se penchait sur ses premiers croquis. Il hochait la tête du même hochement que lorsqu'une cliente enfilait une robe qui tombait juste. Le merveilleux hochement de satisfaction, les yeux plissés, perçants. « C'est bien, mon fils, c'est bien. Fernande, viens voir le petit comme il dessine. Nous devons le mettre dans une grande école. Il faut qu'il s'instruise. Il a du talent. » Et c'est ainsi que Jean se retrouva dans la même pension que Paul. Il avait 18 ans lorsque son père acheta une maison flanquée d'un atelier et d'un jardinet. Au moment de l'installation, sa mère était arrivée avec un cep de vigne et quelques plants de tomates. Et sans attendre, elle plantait son trophée, son bout d'Arménie, dans la terre, près de l'atelier. Le ventre chaud de l'appartement se reformait. Elle portait une cotonnade bleu lavande imprimée de fleurs blanches et un fichu sur la tête qui glissait à chaque coup de pelle. Jean créa des jupes paysannes avec des foulards assorti, où il glissa un serre-tête qu'il appela Fanchon. Les sabots en bois revenaient à la mode, le succès fut soudain. L'atelier venait de démarrer, puis un autre, puis un magasin, puis un autre. Les idées venaient des femmes, il écoutait, il croquait, il rajoutait le détail. Au moment des contrats, des signatures, des rencontres politiques, des négociations, des implantations, il gardait la même confiance en lui, celle que son père et sa mère lui avaient léguée comme une parcelle d'or. Au moment des crises, des creux de vague, il cherchait des solutions sûres de pouvoir rebondir, d'avoir les atouts en lui. Il se faisait confiance. Lorsque Jean fut parti, Paul resta silencieux et immobile. Il avait reconnu son copain d'enfance. Mais pourquoi ce blocage? Pourquoi cette difficulté dans un échange simple?
L'apparition soudaine de Jean avait plongé Paul dans son enfance. Il était le fils du pharmacien. Tout le monde l'appelait ainsi. À l'école primaire, au collège, dans la rue, il en souffrait, mais n'avait jamais osé se confier à ses parents. Paul était demi-pensionnaire, ses camarades pensionnaires. Paul voulait des amis, être intégré, reconnu, il voulait être Paul. Il se sentait à part, différent. Les premières amourettes naissaient. Jean, fort de ses dessins, qui faisaient rêver les filles, avait déjà une petite copine. Nos amoureux étaient en pension et ne pouvaient échanger avec les filles. En ce temps-là, il y avait une école pour jeunes filles et une pour garçons. C'est là que Paul jouait sa carte. Il proposa ses services pour faire passer les petits papiers pliés en quatre, les bouts de pages à carreaux où l'encre violette des mots d'amour se déversait. « Tu es belle » pour les romantiques, « Veux-tu m'embrasser » pour les audacieux, et « Je t'aime » pour les plus fous. Paul se fit passeur d'amourettes, puisqu'il était le seul à sortir à 17h, le seul à pouvoir courir au pensionnat des filles et faire passer au travers du grillage les messages d'amour aux amoureuses, agglutinées contre la barrière. C'était lui, Paul, qui était attendu, lui seul. Et puis arriva ce qu'il devait arriver. La surveillante générale découvrit le stratège. Paul fut mis à pied 15 jours. Le père de Paul reçut cette sanction comme un coup de poignard dans le dos. Une honte profonde sur la famille. Son fils, le sien. C'était impossible. Renvoyé. Il enferma Paul dans sa chambre. Repas compris. Durant cette quinzaine modiles, seule sa toilette et une promenade dans le jardin étaient autorisées. Les mots faisaient peur, silence absolu. C'est de cette prison, de la honte, que l'avenir de Paul se joua. Il était un élève moyen, voire même très moyen, porté par une vie réglée, très réglée, une sorte de ouate ennuyeuse, douillette, certes, mais sans joie. Les petits papiers avaient représenté l'aventure, la possibilité d'être quelqu'un, d'être reconnu. Dans sa chambre, le silence pénétra Paul et la honte de son père se posa sur ses épaules, invisible et lourde. Son père l'ignorait, passait sans un regard, comme si Paul n'était rien. Paul décida de retrouver le regard paternel. Il ouvrit un livre. Le hasard le plongea dans les mathématiques. Il reprit tous ses cours, tous ses exercices, et continua les leçons, seul, silencieux. Il fit de même en histoire, en géographie, en français. Ce fut le début des premières places. À la fin de l'année scolaire, il sortait premier de sa classe. Ce fut aussi le début des premiers diplômes, avec mention, des études universitaires, des récompenses, des décorations, des plus hautes fonctions, des articles dans les journaux, de la reconnaissance, enfin. Paul guettait la fierté de son père. En vain. Rien ne fut dit, ni d'un côté ni de l'autre. L'épisode prison de la honte ne fut jamais abordé, et il fallut attendre la mort du père pour que le jour de l'enterrement, son oncle s'approche de lui et lui dise « Ton père était fier de toi. » Trop tard. Malgré les honneurs, la reconnaissance de son père, Paul conservait au fond de lui une insuffisance, une parcelle noire. Ce contrôle de lui ne lui posait aucun problème en général, mais il fallait qu'un chemin imprévisible, un détour de la vie, pour que ce sentiment de peur remonte à la surface. Le corps se raidissait, la tête prenait du recul, et il lui fallait tout un lot de paroles réconfortantes qu'il se disait à lui-même pour que le malaise disparaisse, comme s'il parlait à un enfant lointain, à rassurer. En revoyant Jean, l'épisode prison de la honte était remonté, comme une vague de fond. La situation analysée, il rattrapa à la porte de sortie son ami Jean. « Oui, bien sûr que je me souviens. Je pensais à autre chose. Excuse-moi. » Ils se serrèrent la main une nouvelle fois, longtemps. Les papiers d'amour les envahirent. Ils apprirent leur vie et ce destin qui avait fait acheter à Jean une maison à côté de celle de Paul, un peu comme deux rives d'un fleuve qui venaient de se rejoindre.
Je vous donne rendez-vous sur mon blog. J'attends toujours vos commentaires, bien sûr. La prochaine nouvelle, de vos nouvelles, début juin, et elle s'appelle La ronde des prisonniers. Histoire d'un père, d'une fille. À bientôt.